Août 1944. La cale du cargo puait le sel et la peur. 84 femmes allemandes traversèrent l'Atlantique dans l'obscurité, se murmurant des avertissements. Les Américains scalpent les prisonniers. Ils vont nous affamer comme des bêtes. Greta serrait contre ses côtes une photo interdite de sa fille de 8 ans, se préparant à la brutalité promise. Puis le camp Caux, Texas, apparut. Des baraquements propres, de vrais lits, pas de gardes hurlants. Lors de l'arrivée, la photo glissa de la chaussette de Greta. Elle se figea, attendant la punition. Mais l'Américaine en uniforme de la Croix-Rouge la regarda simplement, puis la lui rendit doucement. « Elle est magnifique. Tu la reverras. » Des semaines plus tard, arriva un colis. Rouges à lèvres, poudrier, crème pour les mains. Le commandant du camp annonça « La Convention de Genève dit que les prisonniers conservent leur dignité. Vous pouvez les prendre si vous le voulez. » Ce n'étaient pas les barbares dont on les avait menacés. C'était en quelque chose de bien plus dangereux. Des gens décents. La cale puait l'eau salée, la graisse de moteur et la sueur aigre de 84 corps tassés dans le noir. Greta Müller était assise, dos au métal froid, genoux relevés, la photo interdite cachée sous ses côtes. Autour d'elle, les murmures couraient, comme des rats dans l'ombre. Ils scalpent les prisonniers. J'ai entendu ça d'une femme à Paris. Les Américains sont des sauvages. Ils nous exhiberont dans leurs rues. Ne dis jamais que tu parles anglais. Ils te prendront pour une espionne et te fusilleront. Greta appuyait sa paume contre son sternum, sentant le coin tranchant de la photo à travers l'étoffe mince de son uniforme. Annelise, 8 ans, natte brune et ce sourire édenté hérité de son père. La dernière fois qu'elle l'avait tenu dans ses bras remontait à 18 mois, avant le transport auxiliaire de la Wehrmacht vers la France, avant l'avance alliée, avant la capture, avant que tout ce qui semblait solide ne se révèle fumée. Le navire gémissait, métal contre métal, fendant l'Atlantique. Greta n'avait jamais imaginé traverser un océan comme cargaison, comme ennemi, comme moins qu'humaine. Les affiches de propagande montrèrent des soldats américains aux traits exagérés, bouches cruelles, mains avides, yeux de prédateurs. Des barbares ignorant la civilisation, qui traiteraient les prisonniers allemands comme ils traitaient tout le reste, avec violence et mépris. À côté d'elle, une plus jeune femme, Liselle, au visage aigu et raide de conviction, se pencha. « Ne montre pas de faiblesse quand nous arriverons. Ils se nourrissent de la faiblesse comme des chiens. » Greta hocha la tête sans répondre. Elle avait appris en 3 ans de guerre que ceux qui parlaient le plus de force étaient souvent les plus terrifiés à l'intérieur. Le corps du navire retentit, grave et lugubre. Les femmes s'agitèrent, se murmurèrent des prières, se serrèrent les mains. Après 2 semaines en mer, elles arrivaient. La chaleur d'août frappa comme un coup de poing quand elles émergèrent enfin sur le pont. Texas. Ce mot ne signifiait rien pour Greta, sinon l'éloignement. Un abîme impossible entre elle et tout ce qu'elle avait connu. Des gardes armés bordèrent le quai, mais leurs fusils pendaient mollement. Pas de grognements, pas de cris, juste de jeunes hommes en uniforme olive qui observaient avec des expressions qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Curiosité, ennui, pas haine. C'est cela qui la troubla le plus. Le camp Como s'étendait derrière des grillages, rangés de baraquements en bois, peints d'un jaune pâle, presque obscène de gaieté. De vrais bâtiments, pas des tranchées boueuses ni des ruines bombardées. La gorge de Greta se serra. Cela ne pouvait être que temporaire, une zone de transit avant la vraie punition. On les fit marcher en colonne silencieuse. Personne ne leur cracha dessus. Personne ne les huait. Les Américains se contentèrent de les diriger d'un geste avec un minimum de mots, un minimum de contact. Dans le bâtiment d'enregistrement, on les sépara en petits groupes. Greta se retrouva devant une table pliable où une femme américaine en uniforme Croix-Rouge était assise avec un clipboard et un air fatigué. La femme leva les yeux. Visage quelconque, cerne sombre, mais regard direct. Elle dit quelque chose en anglais que Greta ne comprit pas, puis passa à un allemand prudent, légèrement accentué mais clair. Non, Müller, Greta Müller. La voix sortit plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. La femme de la Croix-Rouge nota. Date de naissance
Greta répondit machinalement, l'esprit ailleurs, concentrée à garder la photo cachée. Mais en changeant d'appui, la photo glissa légèrement et tomba de sa chaussette sur le sol en béton. Le temps se figea. Greta fixait le visage d'Annelise qui la regardait depuis le sol, vulnérable, exposée. Son souffle se bloqua. C'était fini. On allait la confiser, l'interroger, s'en servir contre elle. L'Américaine, Ruth, son badge l'indiquait, se baissa, ramassa la photo, l'étudia longuement. La petite fille aux nattes brunes. Long silence. Greta se raidit d'effroi. Puis Ruth leva les yeux, croisa son regard et dit dans son allemand soigneux « Elle est magnifique ». Elle tendit la photo. « Tu la reverras ». La main de Greta trembla en la reprenant. La photo semblait plus lourde, impossible. Elle chercha la moquerie, la cruauté déguisée, mais ne trouva qu'une tristesse profonde qui faisait écho à la sienne. « Merci », murmura Greta, et ces mots lui semblèrent une trahison envers tout ce qu'on lui avait appris à croire. Cette nuit-là, allongée sur un vrai matelas, dans un baraquement aux fenêtres grillagées et au toit étanche, Greta glissa la photo sous son oreiller et fixa le plafond de bois. Autour d'elle, les femmes chuchotaient confusion et suspicion. La voix de Liselle perça l'obscurité. « Ils nous amollissent. Ne fais confiance à rien. » Mais Greta ne pouvait cesser de penser aux mains de Ruth. Douce, délibérée, restituant ce que n'importe quelle garde aurait pu confisquer. Si cette petite miséricorde était réelle, qu'est-ce qu'il était encore? Et si tout ce qu'on leur avait raconté sur les Américains était mensonge, quels autres mensonges avait-elle avalés entiers? Cette question l'effrayait plus que n'importe quelle menace de violence. Le travail à la buanderie devint le rythme de Greta, son ancre dans un monde qui refusait de donner sens. 6 jours par semaine, elle frottait uniformes olives et draps blancs jusqu'à s'écorcher les mains. Le travail était idiot, répétitif, exactement ce dont elle avait besoin, pendant que ses pensées tournaient sans fin autour de la même question impossible. Pourquoi ne les punissait-on pas? La nourriture arrivait 3 fois par jour, simple mais suffisante. Flocons d'avoine le matin, sandwich à midi, viande et pommes de terre le soir. Personne n'avait faim. Personne n'était battu. Les gardes restaient à distance, professionnels, largement indifférents. C'est cette indifférence qui troublait le plus Greta. Elle s'était préparée à la haine, à la rage, au traitement qu'elle savait que les camps allemands infligeaient à leurs prisonniers. Au lieu de cela, efficacité bureaucratique et absence de cruauté, plus désorientante que n'importe quelle violence. Ruth apparaissait presque tous les après-midi à la buanderie, clipboard en main, vérifiant les stocks ou demandant si quelqu'un avait besoin de soins. Elle ne s'attardait pas, ne forçait pas la conversation, mais Greta se faisait constante. Et il y avait dans sa manière prudente de parler allemand, dans l'hésitation légère avant certains mots, quelque chose qui titillait l'oreille, exercée d'institutrice de Greta. Un après-midi de fin septembre, en étendant des draps dehors, Greta surprit Ruth parlant en anglais avec une autre travailleuse de la Croix-Rouge près de la clôture. Des mots perçaient, Allemagne, Francfort, parents. La douleur dans la voix de Ruth transcendait la langue. Cette nuit-là, Greta comprit. L'allemand de Ruth n'était pas appris dans les livres. C'était sa langue maternelle, polie par l'enfance, puis recouverte d'anglais américains. Elle était des nôtres, pensa Greta, et cette révélation pesa lourd. Des nôtres et des leurs. Les deux. Aucune des deux. Debout sur un terrain impossible. Octobre apporta des températures plus fraîches et une nouvelle qui électrisa le camp. Un envoi de la Croix-Rouge, don de groupes paroissiaux américains. Le commandant annonça après le repas du soir « La Convention de Genève exige que les prisonniers conservent leur dignité personnelle. Nous avons reçu rouge à lèvres, poudrier, crème pour les mains. Vous pouvez les accepter si vous le désirez. Personne ne sera forcé. » Le silence tomba comme une pierre. Le choc parcourut les rangs. Maquillage, choses féminines. Objet d'un monde d'avant la guerre, avant la capture, avant qu'on les réduise à des numéros et des uniformes identiques. Liselle se leva, raide. C'est de la corruption. Vous voulez qu'on oublie qui on est, qu'on devienne molle, complice.
Le commandant écouta la traduction, répondit avec ce qui ressemblait à de la lassitude ou du respect. « Vous êtes prisonnières, pas des animaux. Le choix vous appartient. » Les cartons furent disposés dans la salle à manger. Les femmes défilèrent, certaines ne prirent rien, visage dur contre la tentation. D'autres saisirent rapidement, furtivement. Quand vint le tour de Greta, Ruth organisait les boîtes avec soin. Leurs regards se croisèrent. Ruth désigna les cartons sans insister. La main de Greta hésita au-dessus d'un poudrier, d'un pot de crème, puis se posa sur un seul tube de rouge à lèvres. Rouge profond, discret, le genre qu'une institutrice aurait porté un jour ordinaire dans un monde ordinaire. « Bon choix », dit Ruth doucement en allemand. « Pourquoi ?» demanda Greta avant de pouvoir se retenir. « Pourquoi nous donner ça ?» Ruth eut une expression douloureuse. « Parce que quand on oublie que les gens sont humains, on crée des camps. » Elle le dit simplement, comme une évidence. Des deux côtés. De retour au baraquement, le rouge à lèvres brûlait la poche de Greta. Autour d'elle, les femmes s'affrontaient en chuchotements rageurs. La moitié voyait manipulation ou faiblesse. L'autre serrait ses petits trésors comme des bouées. Cette nuit-là, seule dans les latrines, Greta dévissa le tube de rouge d'une main tremblante. Le miroir fendu déformait son reflet. Elle approcha le bâton de ses lèvres, s'arrêta. 3 ans. 3 ans sans rouge, sans assemblée scolaire, sans accompagner Annelise à la maternelle, comme une mère normale dans un monde normal. Elle s'appliqua la couleur lentement, regarda la glace. Ce n'était plus le matricule 724. Ni l'ennemi sans visage, juste une femme de 32 ans, encore vivante, encore là. Pour la première fois depuis sa capture, Greta faillit sourire. Décembre apporta un froid qui s'infiltrait dans les murs et une nouvelle qui changea tout. Les prisonnières pourraient écrire chez elles. Lettres censurées, bien sûr, mais qui partiraient vraiment via la Suisse et la Croix-Rouge internationale. Greta resta longtemps devant la feuille blanche, crayon émoussé à la main, les yeux brûlants. Que pouvait-elle dire? Comment résumer 18 mois de séparation, de guerre, de capture et de confusion en une page censurée? Elle pensa au visage d'Annelise sur la photo, l'imagina à 9 ans maintenant, plus grande. Peut-être le trou entre ses dents s'était-il refermé. Peut-être avait-elle oublié la voix de sa mère. Elle écrivit d'abord l'adresse, la maison de sa mère en Bavière, seul endroit où Annelise pouvait être. Puis, « Ma très chère Annelise, la nourriture ici est simple, mais suffisante. Mon lit a un vrai oreiller. Il m'autorise à t'écrire. Je pense à toi chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. J'espère que tu es sage avec mamie. Je t'aime pour toujours, maman. » Elle ne parla pas du rouge à lèvres, ni de la gentillesse de Ruth, ni de la terrible certitude que tout ce qu'on leur avait appris sur les Américains pouvait être faux. Ces vérités-là étaient trop étranges, trop incroyables. Elles n'auraient fait qu'inquiéter sa mère, troubler Annelise. Mieux valait rester simple, sûr. 3 jours plus tard, Liesel intercepta une autre prisonnière près des latrines. La femme, Margaret, discrète et timide, avait écrit sur la gentillesse, le respect des gardes, le sentiment d'être plus en sécurité ici que durant la dernière année de guerre. Liesel brandit la lettre comme preuve de trahison. Écoutez ça. Ils nous traitent avec dignité. La femme de la Croix-Rouge parle un allemand magnifique et se souvient de nos noms. C'est ainsi que ça commence. C'est ainsi qu'ils nous corrompent. Margaret blêmit. Nous ne combattons plus. Nous avons perdu. Nous sommes toujours allemandes. Liesel se rua sur le coffre de Greta, l'ouvrit violemment. Le tube de rouge roula par terre. Elle le saisit, leva le poing pour l'écraser. Greta attrapa son poignet au vol. Non. Elles restèrent figées. Liesel tremblait de fureur. Greta tenait bon. Autour, certaines femmes s'étaient levées, certaines du côté de Liesel, d'autres formant un bouclier silencieux autour de Greta et Margaret. « Ce n'est que du rouge à lèvres, » dit Greta calmement. « Ça ne nous rend rien d'autre qu'humaines. » Humaines? Le rire de Liesel était tranchant. « Ils nous donnent du maquillage pendant que notre pays brûle et nos hommes meurent? » « Je pense que ça signifie qu'on est encore nous-mêmes, » répondit Greta. « Pas des numéros,
pas des ennemis sans visage, encore nous-mêmes. Une femme plus âgée, Madame Weber, cheveux gris, posa une main ferme sur le poignet de Liesel, lui reprit doucement le tube et le rendit à Greta. On peut haïr ce qui nous est arrivé. On peut haïr cette guerre. Mais on n'a pas besoin de se haïr d'avoir survécu. La tension retomba. Liesel s'effondra sur sa couchette, le visage défait. 3 mois plus tard, début mars, Ruth trouva Greta à la buanderie et lui tendit une enveloppe, timbre suisse. La main de Greta tremblait tant qu'elle faillit la laisser tomber. À l'intérieur, une page de l'écriture soignée de sa mère et, plié dedans, un dessin d'enfant au crayon sur papier journal. Une femme aux cheveux bruns souriante, devant une maison. En dessous, lettre maladroite. Maman von Anneliese. Greta pressa le dessin contre sa poitrine et pleura. Ruth resta là, sans parler, sans toucher, juste présente. Quand Greta leva enfin les yeux, elle vit aussi des larmes sur le visage de Ruth. « Elle se souvient de toi », dit Ruth doucement. Greta hocha la tête, incapable de parler. Pour la première fois depuis sa capture, elle sentit quelque chose au-delà de la survie. Elle sentit l'espoir, fragile, terrifiant et réel. Avril apporta des fleurs sauvages le long de la clôture et une annonce qui vida les visages de leur sang. Séance obligatoire dans la salle à manger. Film d'actualité d'Europe. Le commandant, visage de granit, expliqua qu'on allait leur montrer ce que les forces alliées avaient découvert en libérant les camps. Greta entra avec les autres, l'estomac déjà noué. Elle avait entendu des rumeurs, même à travers la censure. Camps de travail, camps de concentration, lieux où l'on envoyait les ennemis du Reich. Mais la propagande avait toujours parlé d'exagération, de mensonges alliés pour justifier leurs propres atrocités. Les lumières s'éteignirent, le projecteur ronronna. Premières images, portails en fer forgé avec l'inscription « Arbeit macht frei ». Greta reconnut la phrase de 100 affiches, 100 discours sur la dignité du travail. Puis la caméra entra. Des corps, des piles de corps squelettiques, nus, empilés comme du bois. Des vivants qui ressemblaient à des cadavres, yeux immenses, peau parcheminée sur les os. Enfants ventrus et visages creux. Fours, wagons bondés de morts. Fosses communes poussées par des bulldozers. Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald. La voix off énonçait les chiffres, cliniques, milliers, dizaines de milliers. On voyait des soldats alliés pleurer en essayant d'aider des survivants trop faibles pour tenir debout. On voyait des civils allemands des villes voisines forcés de défiler dans les camps, obligés de voir ce qui avait été fait en leur nom. La salle bascula. Quelqu'un vomit, quelqu'un sanglota. Beaucoup restèrent pétrifiés. Propagande alliée, chuchota une voix, montée de toutes pièces. Mais Greta ne pouvait détacher les yeux de l'écran. Elle savait, avec la même certitude, que quand Ruth lui avait rendu la photo, c'était vrai. Son pays avait fait cela. Le rouge à lèvres dans sa poche devint obscène. Comment accepter la dignité, la petite gentillesse, quand sa nation avait construit des usines de mort? Quand elle-même avait cru les mensonges, les avait enseignés à ses élèves, avait envoyé sa fille aux jeunesses hitlériennes parce que c'était ce que faisaient les bonnes mères allemandes. Les lumières se rallumèrent. Personne ne bougea. Le commandant parla, voix lourde. « Voilà contre quoi nous nous sommes battus. Voilà pourquoi nous avons pensé que vous deviez savoir. » Dehors, le soleil texan semblait trop joyeux, trop ordinaire. Des femmes couraient vers les baraquements, d'autres s'effondraient sur les bancs. Liesel était près de la clôture, agrippée au grillage, secouée de sanglots brisés. Greta se retrouva au bord du terrain, regardant le vide. Les fleurs sauvages dansaient dans la brise. Un oiseau moqueur chantait au loin. Le monde continuait, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Ruth apparut à ses côtés, silencieuse. Elles restèrent longtemps ainsi. Enfin, Ruth parla, voix brisée. « Ma grand-mère, mes cousins, Bergen-Belsen. » Elle déglutit. « Mes parents ont fui en 38. Ils m'ont emmené ici à 13 ans. J'ai su la semaine dernière que les autres n'avaient pas survécu. » Greta la regarda. Le visage de Ruth ruisselait, mais une fermeté restait sous la douleur.
Tu crois que je ne sais pas ce que tu portes? Je le porte aussi. Côté différent, même chagrin. Comment peux-tu nous montrer de la miséricorde? Réussit à articuler Greta. Le rouge à lèvres n'est pas pour oublier. Il est pour se souvenir qu'on est humain. Parce que quand on oublie ça, on obtient des camps des deux côtés. Cette nuit-là, le baraquement fut silencieux, sauf pour des pleurs étouffés. Personne ne se maquilla, personne n'écrivit. Les dessins d'enfants, les photos de famille semblaient insouillés. Greta resta éveillée, le tube de rouge froid dans sa paume. Elle voulut le jeter, rejeter chaque gentillesse reçue, se punir avec la même brutalité que son pays avait infligée à des millions. Mais les mots de Ruth tournaient. Quand on oublie que les gens sont humains, on obtient des camps des deux côtés. Peut-être la miséricorde n'avait-elle rien à voir avec le fait de la mériter. Peut-être s'agissait-il de choisir de briser le cycle plutôt que de le perpétuer. Les semaines suivantes passèrent dans un brouillard gris. Greta accomplissait mécaniquement lessive, repas, sommeil, mais se sentait spectatrice de sa propre vie. Le rouge resta enfoui au fond de son coffre. Les lettres d'Annelise restèrent sans réponse. Que pouvait-elle dire à sa fille maintenant? Comment expliquer que tout ce en quoi elles avaient cru reposait sur des tombes? Un soir de fin avril, Greta était assise seule sur les marches du baraquement, regardant le soleil descendre. Ruth vint s'asseoir à côté, laissant un espace respectueux. Long silence, puis Ruth parla doucement. Mes grands-parents tenaient une librairie à Francfort. Mon père racontait qu'il restait ouvert tard le vendredi soir, que tout le quartier venait discuter littérature autour d'un thé. Ma mère venait d'une famille de musiciens. Son frère jouait du violon au Philharmonique de Berlin. Ils n'ont pas fui quand mes parents l'ont fait. Ils pensaient que ça passerait, qu'ils étaient d'abord allemands, que leurs voisins les protégeraient. Elle serra ses mains. Bergen-Belsen. Tous. Je suis désolé, souffla Greta, les mots grotesquement insuffisants. Ruth la regarda droit. Certains jours, je vous hais. Certains jours, je vous regarde et je vois le visage de ma grand-mère, de ma cousine Sarah qui avait 6 ans. Mais je me souviens que c'est la haine qui a créé les camps en premier lieu, des deux côtés. Si je la laisse me consumer, si j'arrête de vous voir comme humaine, je fais partie du même cycle. Elle prit doucement la main de Greta. Le rouge à lèvres n'est pas pour oublier, il est pour se souvenir qu'on est humain. Parce que quand on oublie ça, on obtient four crématoire, fosse commune, enfant mort. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Greta. Mais après ce que nous avons fait, comment puis-je accepter la miséricorde? Parce que la miséricorde ne se mérite pas, répondit Ruth fermement. Elle se choisit, pour soi et pour les autres. C'est la seule voie possible. Le lendemain matin, Greta trouva Liselle seule derrière le bâtiment de la buanderie, adossée au mur, regard vide. Elle avait entendu dire que Liselle ne mangeait plus, ne parlait plus, passait ses nuits à fixer le plafond. Greta s'assit, sans demander la permission, ne parla pas. Restèrent là. Au bout d'une heure de silence, la voix de Liselle, à peine audible. Toute ma famille, Dresde, le bombardement. Je pensais que, si je croyais assez fort, si je restais assez loyal, leur mort aurait un sens. Elle s'effondra. Ils sont morts pour des mensonges. J'ai haï pour des mensonges. Greta sortit le tube de rouge, le tendit. Ce n'est pas être allemande ou américaine. Ce n'est pas oublier ni pardonner. C'est décider qui nous serons demain. Liselle fixa le tube comme un objet extraterrestre. Comment peux-tu encore l'utiliser après ce qu'on a vu? Parce que Ruth a raison. Quand on cesse d'être humain, quand on se réduit à nos pires moments, on crée d'autres camps, d'autres fours, d'autres enfants dans des fosses. Elle pressa le tube dans la main tremblante de Liselle. C'est moi qui choisis d'être encore une personne, encore la mère d'Annelise, encore quelqu'un qui pourra lui apprendre quelque chose de vrai. Les doigts de Liselle se refermèrent dessus. Elle ne s'en servit pas, mais ne le jeta pas non plus. Le garda comme une encre. Au fil des semaines suivantes, quelque chose bougea dans le camp. Pas la guérison, trop tôt pour cela, les plaies trop profondes. Mais les femmes sortirent peu à peu du brouillard.
elles organisèrent une petite cérémonie commémorative qui reconnaissait à la fois leur propre perte et celle des camps dans le même souffle. Pas de pardon facile, pas de prétention que l'horreur puisse s'effacer. Juste un chagrin partagé et la reconnaissance timide qu'on pouvait porter les deux et décider de ne pas le perpétuer. Le 8 mai, la nouvelle parcourut le camp. L'Allemagne avait capitulé. La guerre en Europe était finie. Greta s'assit à une table de la salle à manger, sortit papier et crayon. Cette fois, les mots vinrent plus facilement. « Ma très chère Annelise, je veux que tu saches la vérité sur tout, sur la propagande dans laquelle nous avons cru, sur les camps que notre pays a construits, sur le rouge à lèvres que les Américains m'ont laissé garder, et la miséricorde que je ne méritais pas, mais que j'ai reçue quand même. Je veux que tu grandisses, en sachant que la miséricorde existe même quand la cruauté existe aussi. Que les petites gentillesses comptent, surtout quand tout le reste est brisé. C'est ce que j'ai appris ici. Ta maman qui t'aime pour toujours. »